parcourir à travers la presse égyptienne, arabe, internationale, avec un regard particulier sur les principaux sujets qui font la une, qui retiennent l'attention des médias aujourd'hui. Nous avons sélectionné pour vous les informations et les actualités essentielles, les analyses et les grands titres que nous allons décrypter ensemble. Et pour commencer cette revue de presse, direction vers les journaux de progrès égyptiens. L'Égypte condamne le raid israélien contre un centre de l'UNRWA à Jérusalem-Est. L'Égypte condamne et avec la plus grande fermeté la prise d'assaut par les forces d'occupation israéliennes du centre de formation professionnelle Qalandiya appartenant à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, l'UNRWA, à Jérusalem-Est occupée, et affirme que cette action constitue une violation flagrante du droit international et du droit humanitaire et s'inscrit dans la continuité des pratiques illégales d'Israël à l'encontre de l'agence onusienne et des installations. L'Égypte met en garde contre le danger que représentent les attaques systématique d'Israël contre l'UNRWA et ses tentatives de saper son rôle et de mettre fin à ses activités, privant ainsi des millions de réfugiés palestiniens des services essentiels fournis par l'agence dans la bande de Gaza, en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est. En Jordanie, en Syrie et au Liban, et l'Égypte appelle la communauté internationale à assumer ses responsabilités et à agir avec fermeté pour stopper les violations israéliennes, protéger le siège, les installations et le personnel de l'agence et garantir la poursuite de son mandat conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir par téléphone Dr Dina El-Kurdi, professeur à la faculté des lettres à l'Université d'Alexandrie. Bonjour Dr Dina. Dr Dina, est-ce que vous nous entendez? Oui, oui, bonjour. Je vous entends très bien. Pour commencer, comme nous venons d'évoquer maintenant pour le journal du progrès égyptien, on vient de dire que l'Égypte dénonce une volonté délibérée de liquider la cause des réfugiés palestiniens en ciblant l'UNRWA. Donc, craignez-vous qu'après Gaza et Jérusalem-Est, cette crise ne déstabilise toute la région, y compris les pays d'accueil voisins? Oui, effectivement. Ce que nous voyons ici, ou bien cet incident-là, ils ont eu lieu. C'est un incident vraiment qui dépasse la question de l'UNRWA. Parce que l'UNRWA, maintenant, est devenu comme un enjeu politique majeur dans le conflit israélo-palestinien. Alors, le fait de cibler l'UNRWA et bien sûr, toute la destruction qui a eu lieu, bien sûr, en son siège, c'est très flagrant et c'est très grave. Et ça va bien sûr être comme une certaine escalade de la part d'Israël pour n'importe quel accord de paix ou bien de négociation. Et alors donc ce sont les Palestiniens qui vont bien sûr payer la facture, étant donné qu'il n'y aura plus d'école, il n'y a plus d'aide humanitaire, et bien sûr comme nous le savons que l'UNRWA c'est indispensable pour les Palestiniens parce que c'est vraiment comme nous le savons c'est vraiment indispensable à la fourniture de services essentiels aux réfugiés palestiniens, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'aide humanitaire. Donc une fois que vraiment l'UNRWA va être ciblé, donc vraiment la situation va être vraiment très grave pour les réfugiés palestiniens. Et en ciblant le centre de formation de Qalandiya, cherche-t-il à démanteler non pas seulement une infrastructure, mais le statut même de réfugié palestinien?
Effectivement, donc nous allons voir que ce sont les Palestiniens, comme je viens de vous dire, et les réfugiés palestiniens qui vont payer cette facture-là, parce que toujours Israël a toujours l'idée, cette vision-là que l'ONRWA peut vraiment faire être, par exemple, une certaine sécurité pour par exemple les terroristes, et peut, par exemple, il peut y avoir, par exemple, des armes dans les sièges de l'ONRWA, ainsi de suite. Donc, c'est pour cela que Israël a choisi de cibler son siège. Mais vraiment, c'est comme ça, la situation va vraiment s'aggraver dans la région, étant donné que vraiment, ça, c'est une installation internationale. Et vraiment, ce sont les réfugiés qui vont payer la facture, comme je viens de vous dire, et ça va vraiment affaiblir par la suite les effets diplomatiques qui cherchent vraiment à consolider le cessez-le-feu à Gaza. Donc voilà, ça c'est un message de la part d'Israël, donc que l'Israël ne peut pas vraiment accepter le cessez-le-feu et ne veut pas vraiment continuer son accord dans les négociations toujours. Quelle réponse l'Égypte et la diplomatie arabe peuvent-elles apporter à cette bataille existentielle? Alors, donc nous parlons vraiment du rôle de l'Égypte et du rôle de tous les pays arabes dans la région, en fait c'est une affaire, disons, qui a une dimension régionale. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une certaine réponse de la part des pays arabes, mais cette réponse-là sera sur le retour aux négociations, le retour à la table ronde avec Israël et avec bien sûr toutes les forces palestiniennes pour mettre fin vraiment à cette guerre-là. Parce que si jamais nous allons continuer vraiment donc dans cette bataille-là, donc nous n'allons pas vraiment passer à la phase suivante qui est l'après-guerre pour Gaza et la reconstruction de Gaza. Donc vraiment, la Ligue arabe a aussi condamné ces actions israéliennes contre les installations de l'ONRWA et l'Égypte aussi, bien sûr, a condamné tout cela. Mais vraiment, il doit y avoir une certaine, un certain soutien de la part de tous les pays arabes pour les Palestiniens. Et donc, nous devons revenir une autre fois à la table de négociation. Passons à notre deuxième actualité, et toujours sur le journal du Progrès égyptien. L'Égypte et la Russie engagées à développer davantage la coopération bilatérale. Un entretien téléphonique qui a eu lieu entre Dr Badr Abdel-Ati, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des Égyptiens de l'étranger, et Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Russie. Cet entretien a porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales entre l'Égypte et la Russie, ainsi que sur plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun. Les deux ministres ont réaffirmé leur fierté quant au partenariat stratégique entre l'Égypte et la Russie et leur engagement commun à développer davantage la coopération bilatérale dans divers domaines et à élever le niveau des relations économiques, commerciales et d'investissement entre les deux pays. Dans ce contexte, les deux ministres ont salué la coopération en cours entre leurs pays dans la mise en œuvre du projet de centrale nucléaire de Dabra, notamment l'installation de la cuve du réacteur du deuxième réacteur, considérant ce projet comme l'un des plus importants projets stratégiques illustrant la profondeur du partenariat égypto-russe. Madame et Docteur Dina El-Kurdi, lors de leur appel, Docteur Badr Abdel-Ati et Sergueï Lavrov ont fermement dénoncé l'escalade militaire dans le Golfe. Dans quel rôle la Russie cherche-t-elle à jouer aux côtés de l'Égypte pour s'imposer comme un médiateur alternatif face à l'impuissance des diplomaties occidentales? Alors, vraiment, depuis longtemps, l'Égypte et la Russie ont de très bonnes relations bilatérales, comme vous l'avez dit. Et maintenant, bien sûr, nous voyons que la Russie, comme vous l'avez mentionné dans votre introduction, madame, que vraiment, il y a pas mal de projets industriels et stratégiques entre les deux pays. Alors, la Russie essaye maintenant de devenir, ou bien de jouer un rôle dans les pays du Golfe, ou bien dans la guerre qui se trouve dans le pays du Golfe en tant que médiateur. Alors, l'Égypte veut vraiment renforcer ses relations, bien sûr, avec les pays du Sud et notamment, bien sûr, avec les pays africains et arabes en ayant comme un rôle de médiateur pour mettre fin à la guerre qui se trouve dans les pays du Golfe, toujours entre bien sûr Téhéran et Washington et Israël et ainsi de suite.
Parce que surtout que vraiment il y a le toit d'Ormuz, il y a le canal de Suez et tout cela. Donc une fois par exemple que la situation va être en escalade par exemple dans le Moyen-Orient, donc bien sûr par exemple il y aura quelques corridors diplomatiques ou bien géopolitiques comme par exemple le détroit d'Ormuz et le canal de Suez qui vont être impactés par tout cela. Il y aura une flambée des prix par exemple pour l'énergie et pour les produits et tout cela. Donc c'est pour cela que vraiment vraiment d'avoir une certaine porte d'entrée stratégique vers l'Afrique et le Moyen-Orient et à jouer le rôle de médiateur dans le Moyen-Orient. Et on a vu que les deux ministres ont réaffirmé leur convergence sur la question palestinienne conformément aux résolutions de l'ONU. Concrètement, comment cette alliance diplomatique entre le Caire et Moscou peut-elle faire pression pour stopper les incursions israéliennes, notamment après le récent raid contre l'UNRWA? Alors, comme je viens de vous le dire, qui essaie vraiment de jouer le rôle de médiateur et de parvenir, d'avoir un rôle vraiment dans le Moyen-Orient. Donc les deux pays peuvent vraiment essayer de faire comme ou bien d'inviter les Israéliens et les Palestiniens à une table ronde pour commencer des négociations ou bien pour continuer les négociations qui ont été paralysées, surtout ces dernières été paralysées les derniers bombardements de l'UNRWA. Alors, donc, peuvent vraiment appuyer le rôle de ces négociations-là et peuvent vraiment faire une table ronde de négociations. C'est ce que nous estimons vraiment. Mais la situation vraiment est très grave, un peu dans le moment, vraiment, ça va vraiment aboutir à quelque chose ou non. Au-delà des crises mondiales, l'entretien a mis en avant le succès de la centrale nucléaire Dobra et la zone industrielle russe à Suez. Cette dépendance économique et technologique croissante envers Moscou, est-ce qu'on peut dire que ça n'aliène-t-elle pas à long terme la souveraineté stratégique de l'Égypte? La souveraineté, pardon? La souveraineté stratégique de l'Égypte. Oui, parce que vraiment, ce projet-là de Dabra, c'est bien plus qu'un projet énergétique. Et c'est un symbole plus important de partenariat, bien sûr, actuel entre les deux pays. Et en fait, c'est pour l'Égypte, ce centre nucléaire, cette centrale nucléaire constitue un moyen de diversifier en fait le mix énergétique de l'Égypte et de renforcer ses capacités de production à long terme. Et parce que pour la Russie, cette centrale-là de Dabra représente vraiment une implantation stratégique de son savoir-faire technologique et industriel dans un pays comme l'Égypte, bien sûr, qui est vraiment très important pour le monde arabe et africain. Alors, donc, cette zone industrielle entre la Russie et entre l'Égypte, vraiment c'est un enjeu économique, géopolitique, bien sûr, pour la position de l'Égypte au Moyen-Orient et au sein du continent africain. Passons maintenant par la revue de presse mondiale et sur le journal du Figaro. Le Premier ministre du Qatar, médiateur entre Washington et Téhéran, s'est entretenu avec le chef de la diplomatie iranienne. Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani, Premier ministre et chef de la diplomatie qatari, s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères iranien Abbas Araghchi. Selon le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, cette visite devait porter notamment sur la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz et la nécessité de revenir au statu quo antérieur au début de la guerre dans cette voie stratégique. Il est à noter que l'Iran verrouille le détroit d'Ormuz par lequel transitait avant la guerre un cinquième des hydrocarbures mondiaux en représailles à l'attaque israélo-américaine sur son sol fin février et exclut tout retour à la situation d'avant-guerre. Une situation inacceptable pour Washington et plusieurs autres pays de la région qui réclament la réouverture du détroit. Selon les discussions en cours, les navires entrant dans le Golfe emprunteraient les eaux iraniennes et ceux en sortant passeraient par les eaux omanaises avant de poursuivre leur route dans les eaux iraniennes. Docteur Dina, le Premier ministre du Qatar s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères iranien Abbas Araghchi. S'agit-il de la réunion de la dernière chance pour relancer la médiation? En fait, comme nous l'avons dit dernièrement, il y avait bien sûr une escalade dans les déclarations entre Washington et entre l'Iran. Alors, c'est
que Qatar s'est été intervenu pour en fait, jouer le rôle de médiateur indirect entre les deux pays pour en fait essayer de tisser les liens ou bien par exemple de rendre les canaux directs entre les deux pays un peu nous là ont été vraiment paralysés ces derniers mois. Donc vraiment le Qatar a joué ce rôle-là de médiateur indirect en transmettant des messages les deux parties en essayant, par exemple, d'identifier un terrain minimal permettant de reprendre le dialogue. Comme nous l'avons vu, bien sûr, sur le détroit de Hormuz, nous avons vu qui a lancé cette dernière déclaration. Trump a dit qu'il doit y avoir bien sûr quelques sanctions économiques pour l'Iran et tous les pays qui sont bien sûr en relation avec l'Iran. Alors donc voilà, ça c'est le rôle qui est joué par Qatar maintenant. Docteur Dina El-Kurd, je vous remercie infiniment d'analyser et d'être avec nous aujourd'hui, d'analyser la presse égyptienne et aussi la presse mondiale. Je répète que vous êtes professeur à la faculté des lettres à l'université d'Alexandrie. Mesdames et messieurs, fin de notre revue de presse et à la prochaine.